C'est une maladie qui touche particulièrement les hommes. Et quand on l'évoque, ils n'ont qu'une seule envie, s'asseoir, écouter, rien qu'écouter. À côté d'eux, il y a des femmes, des enfants, puisqu'il s'agit de la prostate. Tiens, doit-on dire prostate ou cancer de prostate? On le saura tout à l'heure avec un expert. Et ça sera dans ce nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Bienvenue à toutes et tous. On parle de la prostate, ou devrais-je dire cancer de prostate. On le saura tout à l'heure avec l'expert qui est avec nous. On est en face du docteur Alpha Mafuta. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes chirurgien, urologue. Oui. Vous nous direz ce que c'est, parce que c'est compliqué. Exact. Vous êtes également chef des travaux à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, docteur urologue. Exact. Ça renvoie à quoi? C'est trop français, c'est trop scientifique. Vous faites quoi? Oui, madame, merci pour cette question. L'urologie, c'est une discipline chirurgicale ou médico-chirurgicale qui s'occupe de tout ce qui concerne l'appareil urinaire. Donc, ça prend le rein, les artères, la vessie et l'urètre, mais aussi de l'appareil reproducteur masculin, notamment la prostate, les testicules, mais aussi le pénis. L'objectif de cette discipline, deux grands objectifs, c'est d'assurer une bonne qualité de la miction, c'est-à-dire la manière d'uriner, mais aussi de protéger le rein. Ce sont les deux grands objectifs. Du côté reproducteur, il s'occupe de la reproduction masculine, mais aussi de la sexualité masculine. Je n'ai pas oublié aussi que vous travaillez à la clinique de Pointe à Pitre. Exactement, oui. Donc nous sommes principalement aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais nous sommes aussi l'un des ténors de la clinique de Pointe-à-Pitre, qui est une clinique spécialisée en urologie et où on fait de la haute urologie ici dans la ville de Kinshasa. On parlera de ça même plus tard dans nos prochains numéros. Mais d'entrée de jeu, puisqu'on parle de la prostate, doit-on dire prostate ou cancer de prostate? Oui, madame, on ne peut pas dire prostate ou cancer de prostate parce que c'est deux choses différentes. La prostate, c'est un organe, comme les yeux, comme la bouche, comme le nez, comme le cœur, comme le poumon et bien d'autres. Donc, c'est un organe qui est dans le corps humain et qui est dans le corps humain de l'homme, pas chez la femme. Donc, il participe au bon fonctionnement du corps chez l'homme. Et il se retrouve sous la vessie. Donc, après la vessie, nous avons la prostate. Et derrière la prostate, il y a le rectum. C'est l'endroit où s'accumulent les matières fécales avant d'aller à selle. Et devant la prostate, il y a la vessie. Plutôt, il y a le pubis, la symphyse pubienne. Et sous la prostate, il y a le périnée. Le périnée, c'est l'ensemble de structures ou de muscles qui a des organes génitaux jusqu'au niveau de l'anus. Donc, c'est à cet endroit-là que se trouve la prostate, mais qui peut être sujette à plusieurs maladies. Et parmi les maladies qui peuvent toucher la prostate, il y a notamment les cancers de prostate. Mais malheureusement, c'est la maladie la plus connue de la prostate et qui prend aussi la proportion la plus importante des patients que nous recevons en consultation. Exactement. Près de 45%. 45% justement. Près de 45% des consultations venons-en aux en statistiques urologie. Directement. Ouais. Allez-y. Donc, près de 45% des patients que nous recevons en urologie, ils viennent pour les cancers de prostate ou les manifestations liées au cancer de la prostate. Mais il y a aussi d'autres pathologies, notamment l'hypertrophie de la prostate, donc l'augmentation du volume de la prostate
qui prend aussi une bonne proportion parce que lorsque l'homme grandit normalement, la prostate qui est autour de 20 grammes, 15 à 20 grammes, va commencer à augmenter de volume avec l'âge, surtout à partir de la quarantaine, de manière physiologique. Et très peu de gens vont voir leur prostate diminuer de volume. Donc seulement 5% dans l'évolution naturelle de l'homme. Et dans cette augmentation du volume de la prostate peut prendre des proportions, n'est-ce pas, ou des formes qui peuvent empêcher au patient d'uriner normalement. Et si ça lui empêche d'uriner normalement, il va aller consulter, n'est-ce pas, à l'hôpital, où il va aller voir d'abord un médecin généraliste ou directement un urologue qui va le voir et qui va demander des bilans pour confirmer le problème. Et c'est ça qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, en dehors du cancer, c'est aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate pour lesquelles le malade vient consulter ou les hommes viennent consulter, de l'augmentation du volume de la prostate pour être un peu plus simple. Mais en dehors de ces deux pathologies qui sont des pathologies phares et l'augmentation du volume de la prostate qui est purement physiologique, mais qui peut déranger à un moment donné, il y a aussi les cancers de prostate qui font les deux. Les grandes pathologies pour lesquelles les patients viennent consulter un urologue, mais la prostate aussi peut avoir l'infection, ce qu'on appelle la prostatite, n'est-ce pas, qui actuellement est appelée infection urinaire masculine. C'est des infections qui touchent souvent de jeunes à cause de l'hygiène défectueuse ou à cause des infections sexuellement transmissibles. Et les jeunes, ils peuvent venir consulter, voire même des adultes, avec les premières conséquences de l'augmentation du volume de la prostate. Les urines vont stagner dans la vessie et elles peuvent contaminer la prostate parce que stagnation des urines égale pullulation des microbes. Et ces microbes-là peuvent toucher la prostate et le patient peut présenter en même temps l'augmentation du volume de la prostate et l'infection de la prostate. Donc là, vous évoquez déjà les symptômes, parce que j'avais demandé quand est-ce qu'on quitte le stade voilà, de l'organe, hein, du fonctionnement normal, à la maladie. Donc, ah ouais? Oui. Quels sont ces symptômes, les signes là qui montrent réellement qu'ici, il y a un problème au niveau de la prostate? En fait, les signes dépendent du type de la maladie. Comme nous l'avions dit, la prostate, elle peut avoir les cancers. Cancer, par exemple. Elle peut avoir l'augmentation du volume. Elle peut avoir une infection où elle peut présenter des kystes ou bien d'autres pathologies qui ne sont pas très significatives. Mais les trois là sont les pathologies les plus rencontrées. Mais pour chaque pathologie, il y a des signes spécifiques. Le cas du cancer, par exemple. Les cas du cancer, le cancer de la prostate est souvent muette si elle n'est pas associée à l'augmentation du volume de la prostate. Donc, les signes phares qui accompagnent les cancers de la prostate au début, c'est généralement des signes liés à l'augmentation du volume de la prostate, n'est-ce pas? Qui peuvent se confondre avec l'augmentation de volume, qui sont la difficulté à vider correctement sa vessie, ce que nous appelons la dysurie. Donc, le malade aura du mal à vider sa vessie, il viendra consulter l'urologue ou le médecin généraliste qui va lui faire une prise de sang, qui va faire un toucher rectal et avec les touchés rectales, il va se rendre compte qu'il y a des anomalies au niveau de sa prostate. Une prostate qui devient dure, qui a des nodules, n'est-ce pas? Ou qui peut être aussi pratiquement normale, n'est-ce pas? Et au niveau de la prise de sang, on va remarquer qu'il y a une augmentation du taux de PSA. Le PSA, c'est un antigène spécifique de la prostate qu'on met au point avec l'analyse du sang. Et ces deux éléments-là vont faire suspecter la présence d'un cancer de prostate qui, du reste, peut ne pas donner un quelconque signe de la maladie. N'est-ce pas? Ça cible qui particulièrement? Ça cible quelle catégorie de personnes? Non, tous les hommes... Tous les hommes, ils peuvent les jeunes aussi, les enfants? Les enfants aussi peuvent présenter les cancers de prostate, mais c'est plus des formes particulières des cancers de prostate qui peuvent présenter, qu'on appelle des sarcomes. Mais
les cancers les plus rencontrés, c'est l'adénocarcinome de la prostate et ça touche plus les adultes ou les vieilles personnes à partir de la quarantaine ou la cinquantaine. Mais c'est plus la soixantaine qui est la plus touchée. Donc, c'est exceptionnel. Quand ça touche des personnes à l'âge trop jeune, inférieur à 40 ans ou jusqu'à 55 ans, c'est souvent des formes familiales. C'est des cancers héréditaires qui touchent les parents. Soit le père a présenté un cancer de prostate, soit la mère a présenté un cancer des seins, ou la mère ou la sœur ont présenté les cancers des ovaires. Donc, ce sont les 3 cancers qui donnent des formes familiales qui peuvent interagir et donner le cancer de prostate chez l'homme et donner le cancer des seins ou le cancer des ovaires chez des femmes qui sont tous de la même lignée. Il y a une question d'un téléspectateur toujours, Ouais. et la question est un peu bizarre. Un homme ou un jeune homme qui a une activité sexuelle intense est d'office candidat à l'une de ces maladies? Quelqu'un qui est, vous comprenez, non? Ouais. Qui est très actif Je comprends sur le plan bien. sexuel. Je comprends Est-ce qu'il est d'office candidat à l'une de ces maladies que vous venez de citer, liées à la prostate? Par rapport, je voulais d'abord ajouter quelque chose à votre précédente question. C'est que au-delà de l'aspect génétique, avec l'âge ou le cancer de prostate qui se manifeste tôt, il y a aussi d'autres facteurs, n'est-ce pas, qui peuvent qui peuvent être à la base du cancer de prostate. Je ne vais pas trop m'étaler, mais on peut prendre les habitudes, n'est-ce pas, des patients qui sont obèses, des patients qui mangent beaucoup plus des graisses d'origine animale, des patients ou des gens qui consomment beaucoup la viande carbonisée. Vous voyez maintenant avec le phénomène cabri, de la viande de bœuf qu'on vend dans des coins des rues, la surconsommation peut aussi favoriser la survenue du cancer de prostate. Certaines expositions, des gens qui sont dans des minerais, qui sont exposés à certains métaux, ils peuvent aussi être exposés au développement du cancer de la prostate et bien d'autres facteurs au-delà de la génétique. Alors, par rapport à la sexualité, il y a beaucoup de controverses autour de ces questions-là, beaucoup de racontards aussi, et il y a ce qu'on appelle, nous, beaucoup de spéculations autour de la sexualité. Certains y pensent que faire beaucoup de sexe, donc avoir plusieurs éjaculats pendant le mois, certains y donnent même des chiffres jusqu'à 21 éjaculations le mois, vous préserverez du cancer de la prostate, parce que ceux-là, ils pensent que en éjaculant, vous éliminez certains enzymes, n'est-ce pas, notamment la spermidine ou la spermine, qui seraient à la base du cancer de la prostate si vous les accumulez beaucoup dans les corps. Mais ce sont des théories qui n'ont pas eu d'études avec un niveau de preuve suffisant pour qu'elle soit confirmée. Donc, c'est juste des spéculations. Vous pouvez éjaculer 30 jours de la semaine, et si vous êtes prédisposé à développer le cancer de prostate, si vous avez des gènes du cancer de la prostate, vous allez les développer. Sinon, certains grands noms de ces pays qui étaient, entre guillemets, réputés coureurs de jupons ne seraient pas morts de cancer de prostate. Donc c'est héréditaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est héréditaire? Dans la plupart des cas, c'est un cancer qui est héréditaire, surtout si il se manifeste avant 50 ans, 55 ans maximum. C'est souvent une composante héréditaire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de quelqu'un qui souffre du cancer de prostate? Bon, d'abord, comment il sent? Est-ce qu'il sera toujours actif s'il est marié, entre guillemets? Ouais. Ou est-ce que, voilà, même sur le plan moral, est-ce que ça va? Il se passe quoi? Vous qui avez géré ces cas? Vous savez, on dit, on ne souffre pas du cancer, on souffre de la maladie du cancer. Le cancer, de manière générale, c'est une maladie
qui touche les corps. Même si c'est un cancer de l'œil, un cancer de la bouche, c'est un cancer qui est considéré d'abord comme... Quand c'est déjà un cancer, c'est un cancer qui est considéré comme général, donc comme une maladie. Mais pour ce qui concerne le cancer de prostate, comment on vit ça? C'est d'abord le stress normal pour tout individu à qui on annonce qu'il a un cancer de prostate. Il va être inquiet, il va être anxieux, mais nous prenons toujours le temps de les rassurer. Mais les développements ou les manifestations que ces cancers-là donnent dépendent du stade de la maladie. Parce que la maladie peut être tout au début, elle peut être localisée au niveau d'un seul lobe de la prostate, parce que la prostate a plusieurs lobes. Il peut se retrouver juste au niveau du lobe, d'un seul lobe de prostate et à un pourcentage très réduit. Ça, c'est un cancer localisé. Il peut se retrouver à plusieurs endroits de la prostate, mais elle est toujours au niveau de la prostate. Les manifestations seront presque muettes, n'est-ce pas? Si il n'est pas associé à une augmentation du volume de la prostate. Mais par contre, le cancer peut déjà toucher les voisins de la prostate, n'est-ce pas? Notamment les vésicules séminales, là où s'accumule les spermes avant l'éjaculation, par exemple. Il peut toucher les rectums, il peut toucher la vessie, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il touche déjà les voisins, il y a déjà des manifestations liées à cette attaque-là. Donc, ça sera, par exemple, des douleurs, des constipations, n'est-ce pas? Ou des sangs dans les urines. Ça peut aussi aller toucher les urtères, là où ils abouchent au niveau de la vessie, et commencer déjà à déranger le rein avec une insuffisance rénale et bien d'autres complications. Et après, quand elle devient vraiment une maladie au sens large du terme, c'est quand il envoie de métastases. Donc, il envoie les cancers qui se disséminent dans d'autres organes un peu plus éloignés du corps. Ça peut être les os, parce que c'est un cancer qui touche d'abord beaucoup plus les os. Ça peut aller au niveau des foies, au niveau des poumons, voire même au niveau des cerveaux, mais tout en passant aussi au niveau des ganglions. Et là, le malade va se présenter avec une symptomathologie polymorphe, donc des signes qui vont dépendre de chaque organe qui est touché, n'est-ce pas? Et la prise en charge aussi va dépendre du stade de la maladie. Selon que la maladie est au début, elle touche juste la prostate, ou que la maladie a déjà dépassé la prostate et elle est partie toucher d'autres organes. Donc, il y a une partie de ce qu'on appelle la fenêtre de curabilité de la maladie, où on peut guérir de la maladie selon le traitement qu'on peut administrer, et un stade où on accompagne la personne sur une année, 2 années, 5 années, 10 années, selon qui va répondre au traitement qu'on va lui donner, notamment l'hormonothérapie, la radiothérapie, des nouvelles molécules maintenant avec l'enzalutamide, la darolutamide ou la chimiothérapie. Si jamais on ne peut pas les guérir de sa maladie, donc on va juste l'accompagner. On parlera tout à l'heure du traitement d'ailleurs, mais j'aimerais qu'on évoque le risque, les différentes complications. Jusqu'à quel niveau toutes ces maladies liées à la prostate peuvent être fatales? Est-ce que ça peut conduire à la mort? Comment ça se passe déjà? Bon, parce que là, nous étions sur les cancers qu'on a effleuré un peu. Pour les différentes maladies de la prostate, des complications sont spécifiques à chaque maladie. Allez-y, citez, classifiez. Oui. Par exemple, si nous avons pris les 3 grandes pathologies, donc notamment les infections de la prostate qu'on appelle les prostatites, l'augmentation du volume de la prostate qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, et les cancers de prostate. Pour l'infection, c'est des douleurs au niveau du bas-ventre, parfois des brûlures lorsque vous urinez, mais le plus grand impact en dehors des douleurs liées à l'infection, c'est sur la sexualité. Donc, la prostate, si elle est infectée,
elle peut amener ce que nous appelons la dysfonction érectile, l'incapacité à avoir une érection de bonne qualité, mais aussi et surtout des éjaculations précoces, donc qui peuvent avoir la gravité selon aussi le degré d'atteinte, mais aussi selon la durée de l'atteinte. Alors, pour l'augmentation du volume de la prostate, c'est essentiellement la difficulté à vider correctement sa vessie. Donc, on aura des signes qui vont être liés à l'évacuation des urines. Donc, ça peut être la dysurie de démarrage. Donc, vous allez pour uriner, mais vous n'arrivez pas à déclencher votre miction. Vous avez un jet faible pour uriner. Vous avez des mictions goutte à goutte. Donc, vous urinez, les urines tombent par goutte. Vous avez des mictions en deux temps. Vous avez terminé d'uriner, mais vous avez encore envie de reprendre d'uriner. Et au pire, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la rétention urinaire. Donc, l'incapacité complète à vider votre vessie avec des douleurs. Vous pouvez avoir la rétention urinaire aiguë, mais aussi, ça peut ne pas être douloureux et donner ce qu'on appelle des mictions par régorgement. Donc, vous êtes constamment mouillé parce que les urines sortent par trop plein. Là, c'est lié. Il y a aussi du sang quand même. Là, j'en arrive, madame. Exact. Là, c'est lié à l'augmentation du volume de la prostate. Mais cette augmentation du volume de la prostate peut se compliquer. Dans les complications, maintenant, c'est là que vous avez les sangs dans les urines, ce qu'on appelle l'hématurie. Vous pouvez avoir des calculs qui se forment, donc des lithiases, des pierres qui se forment dans l'arbre urinaire. Ça peut se former au niveau des reins. Ça peut se former au niveau des urtères, qui sont des tuyaux qui amènent les urines jusque dans la vessie. Ça peut se former au niveau de la vessie. Mais aussi dans les complications, vous pouvez avoir des infections urinaires à répétition, n'est-ce pas? Toujours dans les infections, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, l'insuffisance rénale, qui est l'une des complications beaucoup plus complexes, parfois réversibles, voire même irréversibles, avec l'inondation des reins et consorts. Donc là, c'est des signes et voire même des complications liées à l'augmentation du volume de la prostate, mais qui n'est pas un cancer. Et là, ça se soigne autant que l'infection. Pour l'infection, on donne des médicaments, donc des anti-inflammatoires, mais aussi des antibiotiques. Il faut dire que la durée et la dose sont très importantes pour traiter l'infection de la prostate, autant que le choix des antibiotiques aussi. Donc, il faut faire la culture des microbes et faire ce qu'on appelle l'antibiogramme pour bien choisir le médicament qu'il faut donner. Parce que ce sont des infections qui traînent, qui ne se guérissent pas de manière spontanée ou facilement. Mais pour l'augmentation du volume de la prostate, il y a aussi plusieurs possibilités de prise en charge. Là, vous parlez déjà du traitement, j'espère. Exact. Allez-y. Il y a plusieurs possibilités de prise en charge. Donc, vous pouvez donner le traitement médical, mais selon les critères aussi. Parce que quand il y a une complication, il faut d'emblée passer à la chirurgie. Mais quand c'est juste symptomatique, c'est juste des difficultés pour évacuer les urines, vous vous réveillez beaucoup la nuit pour uriner, vous n'arrivez pas à gérer votre miction. Donc, quand vous avez l'envie d'uriner, vous devez vite courir, ce que nous appelons l'urgenturie ou l'impériosité mictionnelle. Quand vous avez ces signes-là, vous pouvez d'abord commencer par un traitement médical. Vous donnez les médicaments, vous commencez à gérer, mais il faut toujours prévenir aussi le patient qu'il existe des petites complications ou des effets secondaires liés aux médicaments contre l'augmentation du volume de la prostate. Et si le traitement médical ne marche plus ou qu'il y a des complications, alors là, il faudra passer à la chirurgie. Et la chirurgie aussi, il y a plusieurs possibilités de prise en charge. Donc, à l'ancienne, comme on dit... Chirurgie, on fait quoi exactement? Juste une idée là. Exact. Donc, dans la chirurgie, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs procédures. On peut faire ce qu'on appelle la chirurgie ouverte, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs possibilités aussi pour la chirurgie ouverte, avec plusieurs abords. Et on les dit souvent à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont de plus en plus en train d'être abandonnées avec l'arrivée de nouvelles techniques. Mais
il faut dire aussi que dans nos conditions, la chirurgie a encore sa place parce que c'est pas tout le monde qui a accès à la nouvelle technologie. Donc, on ouvre par l'abdomen, on ouvre l'une des possibilités, on ouvre la vessie, on voit la prostate, on les nickelait avec les doigts, on les sort, on fait l'hémostase, on referme, soit sans ouvrir la vessie, on va disséquer, on va sous la vessie, on va ouvrir la capsule de la prostate, on enlève la prostate et on referme, on place une sonde. Ça, c'est la chirurgie ouverte. Mais à côté de la chirurgie ouverte, il y a maintenant de nouvelles techniques comme celles que nous utilisons ici aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est l'endoscopie. L'endoscopie, c'est la chirurgie sans cicatrice. Donc, on passe par les voies naturelles, par les pénis, donc l'urètre. On va jusqu'au niveau de la prostate. On va la couper en petits morceaux. Donc, nous appelons ça la résection de la prostate. On la coupe en petits morceaux. On fait l'hémostase, c'est-à-dire les endroits qui saignent, on va les cautériser. On évacue tous les morceaux de la prostate coupée et on place une sonde et le patient peut rester 1 à 2 jours à l'hôpital. On lui enlève la sonde. D'ailleurs, c'est celui-là son avantage par rapport à la voie ouverte où le malade aura la plaie. Il va peut-être saigner, il va rester longtemps à l'hôpital parce que il faudra qu'on surveille la sonde, qu'on surveille la plaie, qu'on ablate les fils avant qu'il ne sorte de l'hôpital. Mais par contre, quand nous faisons par la voie endoscopie, comme nous faisons, le patient peut rester 1 jour ou 2 jours maximum à l'hôpital et il sort de l'hôpital sans la sonde. Donc, s'il n'avait pas encore de complications qui ont nécessité qu'on lui place une sonde avant, il vient sans la sonde et il ressort sans la sonde. Et il y a aussi plusieurs autres techniques, notamment les lasers, qui est réservé généralement pour des grosses prostates, mais aussi pour ceux qui sont bien rodés en laser. Nous, on n'a pas encore l'expérience là-dessus. Ils peuvent faire même certaines petites prostates, n'est-ce pas? Ils peuvent les énucléer. En fait, les lasers, c'est un peu comme l'équivalent de la chirurgie ouverte, mais qui s'est fait par la voie naturelle, n'est-ce pas? On va énucléer, donc on va enlever toute la partie de la prostate qui dérange. Mais par contre, pour l'endoscopie, pour des résections, on va juste enlever la partie périrétrale qui est à la base de l'obstruction et on va laisser toute la prostate dedans. Mais il y a aussi d'autres techniques qui sont en expérimentation dont je ne vous parle pas. Ces techniques-là peuvent aussi être utilisées pour les cancers des prostates. Pour les cancers des prostates, on parle plus de channel 4 ou du forage. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir son cancer des prostates, n'est-ce pas? Mais il a une obstruction aussi parce que l'augmentation du volume de la prostate peut coexister aussi avec les cancers des prostates. Ces gens-là, on ne les résèque pas comme on réséquerait pour quelqu'un qui a juste l'augmentation du volume de la prostate. Pour eux, on va juste faire un trou, donc un tunnel, qu'on appelle les channel 4, ou un forage. Et avec les traitements contre les cancers, ça va faire fondre encore la prostate et ça va libérer la voie d'évacuation des urines. Donc, la fenêtre est comprise entre les cols de la vessie et l'urètre postérieur, donc l'urètre bulbo-membrane. Vous avez parlé du traitement entre guillemets curatif. Oui, le traitement On va maintenant parler du traitement préventif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir toutes ces maladies que vous venez de citer en rapport avec la prostate? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Non, pour prévenir des pathologies liées à la prostate, pour chaque pathologie, il faut, n'est-ce pas, une attitude donnée. Ce n'est pas des attitudes générales pour toutes les pathologies, n'est-ce pas? Pour les cancers, dans ces pathologies-là, la plus grande pathologie qui peut nécessiter de mesures préventives, c'est l'infection, n'est-ce pas? Parce que c'est là où vous pouvez avoir la décision sur la manière de gérer. Pour l'infection, il faut avoir une bonne hygiène, d'abord corporelle, avoir une bonne hygiène sexuelle, c'est la plus grande prévention. Mais aussi, il faut boire... Il faut préciser qu'on parle des hommes, hein?
Oui, nous Donc, parlons c'est des hommes, comprendre des effectivement, hommes. madame. Oui. Nous parlons des hommes. L'hygiène sexuelle des hommes. Oui. Alors, un homme qui papillonne, qui ne se protège pas, qui est sur chaque femme, sans protection, il peut attraper des infections sexuellement transmissibles qui peuvent affecter aussi sa prostate, qui peut devenir malade. Quelqu'un qui ne lave pas bien ses sous-vêtements, n'est-ce pas, ses slips, il peut attraper. C'est quelqu'un qui utilise des toilettes publiques avec plusieurs personnes, des gens qui habitent dans des cours communes, il peut attraper l'infection de la prostate et tout ça. Donc, des gens qui sont souvent constipés, ils peuvent attraper l'infection de la prostate. Des gens qui gardent souvent les urines, surtout les enfants ou les jeunes adultes, qui gardent souvent les urines dans la vessie. Il dit, bon, je vais aller uriner dans 1 heure, dans 2 heures. Ces urines-là il y aura des pullulations de microbes et ils peuvent être exposés à des infections de la prostate. Donc, la manière d'éviter cela, c'est d'éviter, par exemple, d'être constipé, d'uriner quand vous avez le besoin d'uriner, d'avoir une bonne hygiène, de boire suffisamment d'eau. Certaines personnes aussi, on les conseille, pour ceux qui ont une activité sexuelle responsable, d'uriner à chaque fois qu'ils viennent de réaliser ou d'avoir un contact sexuel. On pense qu'en urinant, ça peut nettoyer l'urètre et ça peut éviter certaines infections qui peuvent prendre une voie rétrograde, c'est-à-dire partir de l'extérieur et monter, qu'on peut ramasser ou qu'on peut prendre plutôt chez la femme. Est-ce que ça peut se transmettre d'homme à homme, par exemple, parce que vous venez d'évoquer l'hygiène. Est-ce que ça peut se transmettre d'homme à homme? Parce qu'il ne s'agit pas des femmes, oui. Non, ça ne peut pas se transmettre d'homme à homme, pas par les objets ou déjà, on ne va pas se partager les slips et tout. Ça ne va pas se transmettre par des seaux ou consorts. C'est beaucoup plus, par exemple, il y a des gens qui montrent les mêmes sous-vêtements. Par exemple, des homosexuels, n'est-ce pas? Des gens qui font des sodomies et consorts, ils vont se retrouver dans le canal anal qui est sale et les microbes peuvent entrer dans les urètres, monter jusqu'à aller affecter la prostate ou la vessie, n'est-ce pas? C'est dans le sens là que ça peut être des hommes à hommes, mais c'est pas une maladie transmissible comme ça par des salutations ou par des baisers, non. Voilà. Alors, pour l'augmentation du volume de la prostate, la prévention est très difficile. Très difficile dans le sens où l'augmentation est involontaire. C'est pas vous qui le voulez. J'ai dit tout au début, c'est près de 95% des gens voient leur prostate augmenter de volume. Seulement 5%, ils voient la prostate diminuer de volume. Maintenant, si vous avez de la malchance, au lieu que la prostate augmente de volume de l'extérieur, la prostate augmente de volume de l'intérieur. Et il augmente aussi des volumes du haut. Donc, il va aller faire protrusion dans la vessie. Et là, elle va vous déranger, n'est-ce pas? On peut beau dire, il faut se prévenir, il faut faire l'exercice physique, il faut manger, il faut pas manger assez de graisses animales et tout ça. Mais si vous avez la prédisposition à voir votre prostate augmenter de volume, elle va augmenter de volume sans que vous le vouliez, n'est-ce pas? À un certain âge et tout ça. C'est presque la même chose pour les cancers de prostate, n'est-ce pas? Pour les cancers de prostate, quand vous avez des prédispositions génétiques, si vous évitez certaines choses, vous consommez certaines vitamines qui peuvent être protectrices pour la prostate, ça va beaucoup plus retarder la survenue de la maladie. Quel type de vitamines, par exemple? Par exemple, des vitamines E, vitamine D, certains minéraux tels que les zinc et tout ça sont considérés comme des protecteurs, n'est-ce pas, pour les cancers des prostates. Ce sont on les appelle des antioxydants. Et certains aliments aussi comme des carotènes et beaucoup d'autres choses, des gingembre et tout ça, sont considérés comme pastèques aussi, c'est il y a des pastèques aussi, ouais. La courge, n'est-ce pas, sont des aliments qui sont considérés comme des aliments protectrices des cancers des prostates. Mais si vous avez un parent qui est mort ou qui a souffert de cancer de la prostate avant 50 ans ou avant 45 ans et tout, vous pouvez manger des tonnes et des tonnes de courges, n'est-ce pas? Vous avez toujours la prédisposition de développer les cancers des prostates. Donc, vous devez être soumis à une surveillance armée, comme on dit, et si possible, vous faire des touchés rectales de manière annuelle et faire des prises de sang pour checker à chaque fois votre taux de PSA,
n'est-ce pas, pour ne pas être surpris. Et si la maladie est diagnostiquée, qu'elle soit diagnostiquée tôt, afin que vous soyez soigné tôt, c'est-à-dire que vous soyez dans la fourchette de curabilité pour qu'on vous traite de la maladie. Mais dans notre pays, la curabilité est plus accessible aux gens qui peuvent subir la prostatectomie. Nous le faisons aussi ici, dans cet hôpital, même aux cliniques universitaires. Mais aussi, on peut, faire la radiothérapie. Il y en a aussi ici dans la capitale. Mais d'autres techniques telles que l'IFU et d'autres techniques un peu plus complexes, nous n'en avons pas encore accès ici au pays. Mais il y a aussi des associations qui peuvent être faites entre les différentes possibilités pour des patients qui soit sont dans la fourchette de curabilité, mais ont atteint un certain stade. On peut mettre la chirurgie et l'hormonothérapie, courte ou longue. On peut mettre l'hormonothérapie plus la radiothérapie, courte ou longue. On peut aussi utiliser directement des associations avec hormonothérapie plus chimiothérapie, hormonothérapie plus nouvelles molécules, ou voire même aller jusqu'à ce qu'on appelle la triplette, c'est-à-dire au moins trois possibilités. C'est-à-dire on peut prendre l'hormonothérapie de première ligne ou de deuxième ligne associée à des nouvelles molécules et à la chimiothérapie. Okay. On chute déjà, docteur. Malheureusement, le temps n'est pas notre allié, comme on dit toujours. Voilà, il y a beaucoup à dire. On chute déjà, mais j'aimerais que vous placiez juste un mot sur l'apport de la médecine traditionnelle. Ouais. Est-ce que ça a sa place dans le traitement de ces pathologies? Je ne vais pas citer les noms des plantes ici. Bon, les Congolais connaissent mieux le nom des plantes. Ouais. Est-ce que la médecine traditionnelle a sa place dans les traitements des pathologies liées à la prostate? Oui, je crois que la médecine traditionnelle a sa place dans le traitement de maladies de manière générale, parce que avant qu'on connaisse la médecine moderne, on ne mourrait pas tous de maladies qu'on avait. Mais c'est une médecine qui doit être canalisée. Une médecine qui doit être, où on doit mettre des normes et on doit faire des dosages. Parce que la médecine moderne que nous avons étudiée, c'est une médecine où on te dit A plus A égale C. Et pour arriver à C, il faut prendre A plus B. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir A et puis mettre point, arriver à C. C'est là, au fait, des fourchettes ou des zones ou des questions auxquelles souvent ne répond pas la médecine traditionnelle. Donc, on dit, telle plante guérit tout. À quelle dose, on ne sait pas bien. Quelles sont les conséquences que ça peut donner, on ne sait pas bien. Mais la médecine traditionnelle a sa place. Mais je ne saurais pas en dire plus, tout autant plus que je n'ai pas une formation sur la chirurgie, plutôt sur la médecine traditionnelle. Moi, ma formation, malheureusement ou heureusement, c'est sur la médecine moderne. Donc, je ne peux que parler de ce que je connais ou de ce que je fais tous les jours. Mais je ne peux pas finir sans parler de mon maître. Allez-y, ce sera votre mot de la fin. Le professeur Moningo Molamba Dieudonné, qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa et actuel chef de département de chirurgie. Il est chirurgien urologue et il est l'un des pionniers de la chirurgie endoscopique moderne au niveau de notre pays. Et c'est grâce à lui que nous avons fait nos premiers pas dans la chirurgie endoscopique et nous pratiquons maintenant tous les jours. Et nous sommes à la disposition des Congolais sur tout ce qui concerne l'urologie de manière générale et sur la prostate de manière particulière. Il faut dire aussi que lui, sa thèse d'agrégation, c'était sur les cancers de la prostate. Je vais pas chuter sans vous confirmer aussi que nous faisons partie du plus grand service de chirurgie urologique dans notre pays. C'est le plus grand service organisé et qui a le plus d'urologues dans le pays, c'est aux cliniques universitaires de Kinshasa, n'est-ce pas? Et nous sommes là à la disposition de la population pour... Merci beaucoup, Dr Alpha Mafuta, chirurgien, urologue. On a compris ce que c'est. Et chef de travaux à la faculté de médecine à
à l'Université de Kinshasa. Ça a été un réel plaisir hein, d'échanger avec vous pendant ce moment, ce temps, surtout consacré à la prostate. Hein. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie, madame, surtout pour votre intérêt sur la santé de la population congolaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de votre attention soutenue. Prochain numéro dans les tout prochains jours. Restez branchés sur la fréquence numérique et sur la radio-télévision numérique Digital Congo.